Je reçois maintenant Daniel Auteuil pour Mauvaise Passe de Michel Blanc en salle demain. Daniel Auteuil, bonsoir. Vous êtes rare en télé. Vous avez déclaré « Qu'est-ce que l'acteur que je suis a à dire? Pas grand-chose, rien à déclarer ». Oui. Ben oui, nous on est ravis de vous voir Oui. pour vous témoigner le plaisir qu'on a, parce que c'est vrai que c'est un peu bête de dire aux gens qu'on les aime, mais quand on vous a à la télé, on vous dit ça. On vous dit qu'on prend beaucoup de plaisir à vous voir au cinéma, au théâtre. Mais je vous crois. Voilà. Alors, Mauvaise Passe, pardon. Non, j'ai pas commenté sur ce que vous venez de dire là. Non, pas. Non, mais c'est vrai, quand on est acteur, c'est difficile. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, j'ai sûrement des choses à dire aussi. Quand On va même. voir. On va voir. Alors, Mauvaise Passe, donc demain en salle, avec. Alors, Michel Blanc, vous ne connaissiez pas, Non. hein, c'est ce qu'il Non. nous a dit hier dans l'émission, et vous avez été touché par le fait qu'il vous propose un rôle qu'il aurait pu interpréter lui-même. Oui, ben j'ai trouvé ça un cadeau magnifique de la part d'un acteur. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il allait être le réalisateur qu'il est devenu. C'est-à-dire que c'était réellement un cadeau de metteur en scène. C'est-à-dire offrir à un acteur un rôle comme ça, si on est acteur soi-même, ça fait bizarre. Moi, je l'aurais pas fait, quoi. Et puis, il s'est mis derrière la caméra, oui, c'est ça. Il ne met jamais devant, Oui, et oui. donc complètement à votre service, en fait. Et puis, je sentais bien que quand on a commencé à tourner, et que je me suis mis entièrement à sa disposition pour le faire aller le plus loin possible dans son travail de metteur en scène. Ça allait être la première fois qu'il allait diriger sans jouer. Et apparemment, il avait vraiment des trucs à dire là-dedans. Le résultat est bien. Alors, ce qui vous a réuni, c'est Londres aussi, parce que lui, il nous a raconté qu'il allait à Carnaby Street à l'époque, et puis qu'il allait voir Boorman, avec qui il était devenu ami à l'époque de Nemo, en 83. Et vous avez vécu 2 ans à Londres, donc pour tourner The Lost Son de Chris Menges. Yes. Et alors, vous avez appris l'anglais à 48 ans? Oui, c'est ça. Mais c'est un vieux fantasme, Londres, parce que je me souviens, dans les années 66, tous mes copains d'Avignon allaient à Londres et revenaient avec les cheveux longs, les Burberrys, des trucs comme ça. Et c'était l'époque des Beatles, tout ça. Les costumes militaires. Ouais, costumes, voilà. Et moi, j'étais déjà plus étudiant. Ils étaient étudiants. Et quand je suis retourné, quand je suis allé à Londres m'installer pour travailler pour le Lost Son, j'avais l'impression de revivre de vivre ce que je n'avais jamais vécu, quoi. J'étais étudiant pour la première fois de ma vie à Londres, sauf que tout avait changé. Alors, c'est à Londres que vous avez vu cette pièce de David Hare qui s'appelle La Chambre Bleue, donc vous jouez en ce moment sur scène avec Marianne Denicourt, adaptée par Michel Blanc, mise en scène par Bernard Murat. Alors, quand on vous voit dans le film, ce qui est, au début, on vous aime vachement, parce que vous êtes, il faut rappeler à nos amis, s'ils n'ont pas vu l'émission d'hier, vous êtes un prof de français, un prof de lettres, pardon, quadragénaire, qui est un peu perdu, qui s'aperçoit qu'il n'a jamais décidé de sa vie, qu'on lui a toujours tout imposé, qu'il était programmé. Puis vous arrivez à Londres, alors au début vous êtes perdu, on a beaucoup de tendresse pour vous, puis vous rencontrez Tom, qui lui est escort boy, qui vous apprend, qui vous aide vraiment, qui vous met le pied à l'étrier, et puis là vous commencez à y arriver, donc, et là vous devenez un peu... Oui, assez... Un peu moins sympa, vous avez pris un grand risque, le risque de ne pas être aimé en fait. Oui, mais bon, des fois quand on veut être aimé, on ne l'est pas. Ouais. Et il fallait absolument, si on voulait raconter le parcours de ce personnage, il fallait absolument passer par le moment où il devient con. Et forcément, il devient con, mais en même temps, c'est pour acquérir une véritable liberté. C'est-à-dire qu'en mentant déjà dans sa vie passée aux autres et à lui-même, il faisait souffrir les autres. Et là, il s'aperçoit que s'il veut acquérir cette liberté dont il rêve, la vraie liberté, ça passe par une forme de cynisme. Et c'est vrai que... Et puis on prend ce type dans un moment où il disjoncte, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait... Oui, mais... Et à un moment, on l'aime plus. Oui, on l'aime plus. Tom oui. est vachement. Oui, c'est vrai, on l'aime plus. Stuart Ocean est jaloux parce qu'il est avec une fille, et puis après avec la fille qui est Liza Walker, qui est jouée par Kim, qui est une pute elle aussi. Oui. Mais finalement, avec elle, il revit les mêmes choses qu'avec sa femme. Donc à un moment, on lui dit merde, tu fais chier, t'es en train de tout foutre en l'air, parce qu'on s'attache au personnage. Oui, il fallait prendre le risque. Il fallait prendre ce risque-là. Mais c'était pas tellement. Ce qui était intéressant, c'est que ce type acquiert sa liberté, quoi. Voilà. Alors, vous avez fait 45 films. Oui. Vous commencez, vous avez eu un prix à Londres d'ailleurs, vous avez pris un prix pour The Lost Son. Ouais, j'étais nommé, puis je ne l'ai pas eu. Ah ouais. J'ai laissé croire que je l'avais eu. C'est bien. Non, vous commencez à être reconnu vraiment au plan international et ça nous fait plaisir. Alors quand on regarde un peu d'où vous venez, votre famille, il faut dire que vous êtes quand même un enfant de la balle, parce que votre famille était dans l'opéra, l'opérette, l'opéra comique, votre père chanteur, votre mère choriste. Et alors, vous êtes fils unique comme Michel Blanc.
Et alors, vous alliez à tous les spectacles quand vous étiez petit, c'est Enfant, ça, à l'Opéra oui, d'Avignon? oui, pas seulement à Avignon, puisque mes parents donc faisaient des saisons de théâtre, ils allaient y jouer un peu partout en province. Et mes jeudis, puisque les mercredis c'était les jeudis, se passaient effectivement dans les théâtres à regarder les répétitions. Et c'était une espèce de ventre de baleine dans lequel j'aimais bien me reposer, où je me sentais très protégé dans les théâtres. Je me suis surtout toujours senti très protégé. Oui, c'est noir, c'est silencieux, oui. oui. Et puis sur une scène de théâtre aussi, toujours très... rien ne peut vous arriver, tout est prévu. Ouais, c'est ça qui est bien dans nos métiers, quoi. Alors, à 4 ans, vous étiez déjà dans Madame Butterfly, vous ne devez pas faire grand... Je faisais pas grand-chose, je faisais son fils. Ah oui, oui, c'est ça. Ça a été mon premier contact avec les actrices, si vous voulez. Ah oui. C'est-à-dire que déjà, je me souviens de cette femme qui... Enfin, j'en ai eu plusieurs de Madame Butterfly. Non, vous savez, les postillons, tout ça. À 6 ans, Carmen. Et alors, cette vie de troupe en tournée, qui est en 4 chevaux, c'est les années 60... Alors vous dites, j'ai retrouvé ça, c'est un souvenir formidable, vous dites la tournée à l'époque de mes parents, et j'ai retrouvé ça quand j'ai fait Godspell. C'est vrai, j'ai fait Godspell pendant 2 ans à Paris, fin des 60, début des 70, à peu près, oui. C'est ça, et j'ai retrouvé cette espèce... Vous dites, l'acteur n'existe qu'en groupe. J'ai dit ça? Oui. L'acteur n'est... oui, c'est-à-dire que je veux dire par là simplement que le one-man show, c'est pas mon truc. Et que ce que j'aime dans le fait de... Quand j'étais petit, par exemple, quand je jouais tout seul, je m'embêtais. Et j'aime bien jouer avec plusieurs, quoi, voilà. Vous êtes toujours petit. Oui, c'est vrai. Alors en 68, donc vous êtes un peu vous êtes à Avignon. Je suis même marxiste. Voilà, marxiste, grand-père marxiste, vous êtes... Je commence à faire du théâtre avec Gérard Gelas, théâtre du Chêne Noir, trotskiste. Ouais. Voilà. C'est de là que ça vient, votre côté quand même un peu une espèce de violence sous-jacente. Moi, je suis pas violent, moi. On sent des fois au cinéma, dans la vie cinéma. comme ça, vous êtes adorable. Ah, merci. Mais au cinéma, des fois, on vous voit comme ça. Ah non, ça vient pas de là. Non, la violence, je crois que c'est quelque chose, c'est un état que nous avons tous en nous et que certains ont la possibilité de pouvoir exprimer autrement qu'en étant violent. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, la violence, je trouve, dans certains rôles, génère des choses passionnantes, quoi. Alors, vous avez eu un accident de voiture à ce moment-là. Oui. Alors, moi, j'ai lu que vous avez été défiguré, mais vous devez être super beau. Non, mais vous devez être super beau, parce que si ça, c'est défiguré, honnêtement... c'est peut-être que je disais que j'étais défiguré, parce que... non, c'est-à-dire sur le coup, quoi. Ouais. Alors, c'est ça qui vous a donné, vous croyez, ce regard un peu... Parce que des fois, vous avez un regard... Au cinéma, vous avez des fois un regard un peu comme ça, comme si vous regardiez le vide, et puis un sourire, excusez-moi, mais un demi-sourire un peu de demi-fou, comme ça. Vous croyez que ça vient de l'accident, ça? C'est des séquelles? Moi, à mon avis, j'y repensais, il y a quelques neurones qu'on cramé. Ouais. Je pense. Non, mais c'est peut-être pour ça que vous arrivez à rentrer dans les rôles. Vous dites souvent, je ne joue pas, je suis. Oui, c'est-à-dire que j'aime bien m'amuser à incarner, quoi. C'est plus facile que de... Alors bon, vous n'avez jamais été, vous avez triplé je crois que vous avez triplé la 4e, non? Oui. Le BEPC à 19 ans, c'est quand même pas terrible. C'est pour ça que j'étais très bon pour les sous-doués. Et surtout le PEPS, ouais. Alors, vous dites, et puis un jour vous montez à Paris, parce que moi aussi je suis parti d'Avignon pour monter à Paris un jour, donc je comprends ça. Vous dites, on se sent incompris, alors on a le courage de monter à Paris. Vous arrivez à Paris, vous allez rue Blanche, conservatoire de la rue Blanche, vous êtes recalé, terrible. Oui, 3 fois. 3 fois recalé à la rue Blanche et 3 fois au conservatoire. Et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe d'abord parce que j'allais, à partir de ce moment-là, ne pas avoir la sécurité sociale. Et je n'avais pas la cantine. J'ai l'air comme ça de plaisanter, mais c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi à ce moment-là. Cette espèce de sécurité d'une école quand on débarque de province et que... Enfin bon, bref. Non, mais oui. Oui, parce que vos parents n'avaient pas les moyens en plus de vous subventionner largement. Non, mais ça donne en même temps une force, c'est-à-dire que 8 jours après, j'avais du travail, voilà, je travaillais. Oui, alors vous faites d'abord un concours pour être employé de banque, vous faites 22 fautes d'orthographe et 12 erreurs de calcul, ce qui laisse penser à nos amis cancres que quand même ils peuvent faire 45 films de qualité. Et alors un jour, vous allez à Chaillot désespéré pour être machiniste et vous êtes engagé comme figurant. Oui, c'est ça, grâce à George Wilson que j'ai harcelé pendant 2-3 jours et qui m'a fait retourner. 2 mois après, on retournait à Avignon et je jouais dans la cour d'honneur du Palais des Papes. J'étais très fier, sauf que bon, j'étais dans un sac et avec les jambes qui dépassaient. Et il aura fallu attendre 20 ans, donc les années 90, pour que j'y retourne. Avec Vincent. Voilà, avec Jean-Pierre Vincent. Grand moment, bien sûr. Alors là, vous avez cette époque, après le TNP, vous avez cette époque, vous appelez Salut les filles. Alors évidemment, quand on regarde la liste des films, c'est Les Sous-doués, vous en avez parlé le premier. Il y a Pour Sambric, T'as plus rien. T'empêches tout le monde de dormir, avec la fameuse affiche. Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Enfin, et vous dites c'est un prolongement de l'enfance, à quelque chose. Vous viviez ça comme une espèce de post-adolescence. Oui, mais c'était peut-être même quelque chose que je n'avais jamais vécu. J'avais pas eu le temps de vivre toutes ces choses-là parce que
à 20 ans, j'étais déjà confronté dans le monde du travail et tout ça, et que cette longue période d'adolescence perpétrée par les films, par ces films légers comme ça, m'a permis d'arriver, vous voyez, aussi Mais frais vous dites un truc, vous dites franchement, j'étais déjà aussi bon acteur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, les films, c'était plutôt Schulman que Michel Blanc, mais vous dites, j'étais aussi bon acteur qu'aujourd'hui. Non, ben c'est-à-dire que toujours, on a toujours tendance quand on est jeune, ça, à pas s'aimer, à se trouver vilain, je sais pas quoi. Et quand je regarde des photos de moi à 16-17 ans, j'étais vraiment très... Je me dis, tu as perdu du temps, c'était très vraiment mignon. Et puis j'ai beaucoup, c'est vrai, comment dirais-je, d'indulgence pour le jeune homme que j'ai été, quoi, voilà. Alors, quand vous étiez petit à Avignon, vous aviez l'accent du oui, oui, je l'ai toujours. Non, parce que dans Hugolin, évidemment, c'était pas un rôle de composition. Si vous voulez, on peut parler, non, je l'ai toujours. Quand je parle avec mes parents, par exemple, je ne peux pas faire autrement que de reprendre l'accent. Ah oui, parce que j'ai honte. Alors, vous avez explosé avec Hugolin, donc évidemment, qui était prévu pour Coluche, en fait. Oui. Il y a eu César du meilleur acteur en 86. Bon, après, il y a eu, on va pas tout citer, parce qu'il y a eu Henri de Navarre, la Reine Margot, Harry dans le 8e jour, Lassner, Le Bossu. Alors, vous dites, quand vous parlez de votre vie, et c'est là où on voit quand même que vous êtes complètement habité par votre vie, je jouerai, je ne sais rien faire d'autre, je fais une chose à la fois, une vie à la fois. C'est-à-dire que votre vie, vous l'avez dédiée entièrement à la comédie, et vous n'avez pas, contrairement à Blanc, par exemple, qui à un moment est parti dans la réal, vous avez envie de jouer. Non, c'est-à-dire que comme jouer est une seconde nature pour moi, et que c'est complètement, si vous voulez, jouer, et ça fait, c'est ma vie, quoi, c'est pareil, que je fais pas de différence entre le jeu et la vie, sauf que, à ceci près, que je sais quand j'arrête de jouer, je veux dire que je ne confonds pas quand c'est fini au studio, mais c'est la même mouvance, c'est la même énergie. Ouais. Vous avez 50 ans. Pas tout à fait. Ça va être bientôt, c'est le mois de janvier, non? Ouais, 24 janvier. 24 janvier. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, parce que vous dites, finalement, jouer, c'est le mélange de la tête et du magma de nos vies, c'est ça le secret de l'acteur. Il y a une phrase de Jouvet, évidemment, que tout le monde connaît. Passé 40 ans, l'homme prend le pas sur l'acteur. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez à la fois cette maturité de la cinquantaine, parce que c'est l'homme qui parle. Pas tout à fait encore. Voilà. Et beaucoup d'enfants, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Vous êtes resté très enfant, espèce de... On sent chez vous un vrai, qui est assez touchant d'ailleurs, un refus vraiment d'être adulte, quoi. Ah, je sais pas ça, refus d'être adulte. Je pense que... Ouais, je sais pas bien. Je pense que je suis quand même responsable. Mais peut-être pas adulte, mais responsable. Oui, responsable avec vos enfants et tout ça. Oui, bah oui, tout, vous êtes obligé. tout team, oui. Vous êtes obligé, chaque fois que vous jouez avec une fille au théâtre, vous lui faites un enfant. Oui, c'est vrai. Il y a eu Anne Jousset, il y a eu Emmanuel Béard. Denis Cour sait à quoi s'en tenir. Ah, maintenant, bah oui, ça, elle a qu'à bien se tenir. Elle a qu'à bien se tenir, oui. Surtout que le soir, quand même, il y a l'excitation sur scène. Hein. Ah, bah oui, c'est sûr. Ouais. La question que vous lui avez posée, qu'est-ce que vous faites pendant les Noirs? Ouais. Je vous le demande pas, vous voyez, parce qu'on est sur une chaîne, une émission culturelle. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, vous avez dit, il y a une image qui est très jolie, vous dites, quand on est petit, comme ça, on rampe, on joue au cow-boy aux Indiens, on rampe, on est blessé à mort, et puis d'un coup, ta mère appelle et dit, Dany, viens à table, on se relève, on n'est plus blessé à mort. Quoi. Donc vous êtes là-dedans pour moi. Pour moi, le jeu, c'est ça. Jouer la comédie, c'est pas plus que ça. J'ai eu la chance de rencontrer plein d'acteurs vachement extraordinaires, et notamment Mastroianni, quoi. Et l'expérience que j'ai eue avec lui m'a conforté dans cette idée-là que c'est d'abord acteurs de cinéma, vedettes, tout ce que vous voulez. Ce sont vraiment, c'est une place très extrêmement privilégiée, qu'on n'a pas le droit de se plaindre, que c'est pas si difficile que ça demande un effort, mais c'est la moindre des choses, et que c'est vraiment une chance, quoi. Il faut vraiment... de vivre toutes ces vies, de vivre en jouant, finalement. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ben, vous dites le jeu m'a souvent paru plus important que le réel. Le jeu m'a paru... Je dirais que le jeu... Non. Je te dis ça. Non, je sais pas bien ça. Non, Non, je fais bien la différence, je suis pas complètement... Non. Pas complètement barré. Non, je sais quand je joue, je sais quand je vis, et c'est pas les mêmes enjeux. Quand vous n'êtes pas payé, déjà, vous jouez pas. Voilà, exactement, hein? Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que vous dites, en fait, je sais pas mentir, je deviens tout rouge et tout, mais sauf quand c'est payé, là, je mens bien. C'est ça. Parce que dès que c'est pas payé, vous savez plus mentir. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai que vous lisez pas, pour garder une espèce de naïveté intacte, vous lisez pas les scénars, vous lisez pas... Ça dépend. Vous aviez pas lu les bouquins de Pagnol, vous aviez pas lu le bouquin de Paul Féval J'ai lu Pagnol, si. Enfin,
Pagnol, attention, je connaissais quand même pas mal Pagnol, je connaissais Vous la aviez télé. vu les films, de toute façon. J'avais vu les films, je les avais tous vus. Simplement, c'est vrai que Jean de Florette, c'est un roman que Pagnol a écrit après qu'il ait tourné Manon des Sources. Et c'est vrai que quand Berry m'a appelé, il m'a donné le livre et que je me suis arrêté à la description d'Hugolin dans Jean de Florette. Ce qui fait que je ne savais pas je ne savais pas de quoi mourait Jean de Florette. Ouais. Et quand il m'a dit, on a fait les essais, et quand il m'a dit, n'oublie pas que tu comprends, tu es responsable de la mort de Jean de Florette. Comme j'avais pas lu, je savais pas comment je l'avais tué cet homme. Donc je me suis imaginé une espèce de meurtre horrible. Et c'est comme ça que j'ai dû avoir le rôle. C'est par inculture. Ouais. Vous êtes paresseux, mais vous dites que vous êtes paresseux, mais en fait, quand vous dites l'énergie, je laisse ça aux autres. Enfin, quand on voit ce que vous faites, parce que là aujourd'hui, vous êtes là tranquille, parce que le tournage du film de Benoît Jacquot, ça a déterminé. Mais enfin, tout à l'heure, vous allez être sur scène. Vous allez être sur scène avec Marianne pour la pièce, voilà, au Théâtre Antoine. Donc je veux dire, c'est quand même être toute la journée en train de jouer ça, et le soir en train de faire la chambre bleue, vous êtes loin d'être paresseux. Non, je pense que le courage, c'est d'assumer, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on n'aime pas faire. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, vous aussi. Moi, je suis ravi d'être là. Non, vous êtes tout le temps, on vous voit partout toujours, tout le temps, tous les jours. Et à partir, c'est pas un acte de courage, quoi. Ça, ce qui serait difficile, je ne sais pas, ça serait je ne sais pas quoi, je ne veux même pas imaginer. Oui. Bah là, ça m'épuise. Vous êtes tranquille maintenant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si. Non, vous êtes formidable dans le film. Je vous le dis, je ne sais pas faire des compliments. Vous savez bien, j'ai pas fait fortune en faisant des compliments. Non, donc j'ai du mal à faire des compliments. Donc, quand j'en fais, je me sens un peu couillon. Mais non, mais n'en faites pas. J'en fais pas. Simplement, ce que je peux dire, c'est que ce film, moi, je l'ai vu et que j'ai pris beaucoup de plaisir et que même après, pendant les jours suivants, j'y ai repensé. C'est une histoire assez forte, très bien réalisée. Je l'ai dit à Blanc hier. Et vous êtes formidable, voilà. C'est tout ce que je dirais. Donc ça s'appelle Mauvaise Passe. C'est de Michel Blanc avec Daniel Auteuil et puis un tas d'acteurs anglais. Formidable. Merci d'être venu. On se retrouve avec Yves Adrien pour la parution chez Flammarion de 2001, Une apocalypse rock. Yves Adrien, bonsoir. Bonsoir, alors, en ce moment, la presse, aussi bien Technicart que les Inrock, que Libération, que plein de journaux, chantent vos louanges, ce qui n'est que justice, mais le grand public ne vous connaît pas très bien, et ceux qui regardent cette émission peut-être un peu plus. Alors, je vais lire pour vous présenter, si vous le permettez, une partie du texte de Serge Kaganski dans Les Inrecuptibles cette semaine. Voilà ce qu'il dit. Une majorité de rock critiques confirme l'adage selon lequel la musique parle d'elle-même et n'a pas besoin de paroles périphériques, rendant tout discours extérieur superflu. Et puis, il y a les bons rock critiques qui savent hisser leur verbe à la hauteur des beautés qu'ils évoquent. Enfin, il y a les mages de la langue, qui se comptent sur les doigts d'une main ou deux, qui font décoller les mots et le lecteur avec, qui réussissent cet étourdissant tour de force consistant à rendre encore plus beau, plus indispensable, plus éclatant, les disques et chanteurs dont ils chantent la geste. Yves Adrien est bien sûr de cela. Mais se contenter de cette affirmation serait par trop réducteur, car, outrepassant les strictes limites du rock et brûlant toutes les frontières, Yves Adrien, fabuleux alchimiste du verbe, transmutant la langue française, franglaise, en traînée d'or poudroyante, est l'un des meilleurs écrivains de ce pays, l'un des authentiques poètes de ces 30 dernières années, Serge Kaganski, dans Les Inrocks. Voilà. Une façon de vous présenter à laquelle j'adhère complètement. Elle est honorable. Donc autant la citer, c'est plus simple. Alors, vous avez publié un premier livre en 1980 qui s'appelait Novovision, ou les confessions d'un cobaye du siècle, aux humanoïdes associés, chez Philippe Manœuvre, Speed 17. 20 ans après, vous publiez 2001, Une apocalypse rock chez Flammarion. Alors, on va évidemment y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de votre vie, parce que vous avez tenu à faire de votre vie une œuvre d'art, et donc, en racontant votre vie, on parle de votre œuvre. Oscar Wilde a tenu à faire de ma vie une œuvre d'art. Certains décident pour vous. Oui. Je n'ai rien décidé. Mais il y a des précurseurs de loin en loin. Donc, je dirais qu'Oscar Wilde... Oui, en parfait dandy, vous avez fait de votre vie une œuvre d'art. Oscar Wilde enchaîné, oui, avec la femme, sur le quai d'une certaine gare, ne perdant pas pour autant sa superbe, traduit en justice pour un procès, une affaire infamante, et demeurait quelqu'un, je dirais, d'irréprochable. Et d'autres s'enchaînent. Après Oscar Wilde, c'est une chaîne d'or aussi. Alors Yves Adrien, vous êtes né en 1951, enfance banlieue parisienne, fils unique, vous n'avez pas connu votre père, mais vous adorez votre mère, vous détestez votre beau-père.
Au lycée, vous êtes un excellent élève, toujours premier, sans effort. Et votre première vocation était, à 11 ans, d'être critique cinéma. C'est vrai, ça? Absolument, sauf que je n'employais pas... En 1962, l'été de mes 11 ans, le terme de critique de cinéma était quelque chose qui vient après coup. Mais j'avais envie de m'exprimer sur le cinéma. Le premier film que vous avez vu, c'est La Belle et la Bête. Hein, c'est ça, Verneuil, au cinéma, le régional. Et c'est ce qui vous a... ça, c'est le premier film. La première image, c'était Le Monde du silence, de Cousteau, bien entendu, filmé Louis par... Malle. Voilà, Louis Malle. Oui. Cousteau est celui qui, bien sûr, fait naître le projet, mais Louis Malle qui n'a rien réalisé. L'opérateur, c'est Louis Malle, oui. 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 Une image principalement, les larmes des Ouais. tortues sur certaines plages. Et il se trouve que ces tortues géantes n'existent qu'en 2 lieux sur la Terre, aux Galapagos donc, et puis aux îles Seychelles, Ce qui explique que, où j'arriverai 30 ans plus voilà, tard. plein d'années après, vous vous retrouvez aux Seychelles. Le rendez-vous avait été pris pour moi. Ouais. Alors, à 15 ans, vous commencez à fuguer à Paris. C'est votre époque Pigalle, Wimpy, Saint-Lazare. Et en 68, vous avez 17 ans, vous découvrez, disons, l'acide, on peut le dire. C'était l'époque, en tous les cas. Oui. Appelons-le LSD 25 pour pas avoir un effet trop, Mais c'est plus Adrien, en plus. trop coupant sur Oui. les âmes sensibles. Oui. Le LSD 25. C'est là que vous travaillez avec Marc Zermati à l'Open Market, au Hall, qui était la boutique où on allait tous acheter... Enfin, c'est de la boutique culte de disques de l'époque. Oui. Vous écrivez au Parapluie, qui est un fanzine de l'underground doré. Et en 71, à l'âge de 20 ans, vous entrez à Rock et Folk, où vous signez pendant 3 ans Sweet Punk, F-Punk, une rubrique qui s'appelle Trash. Oui. Jusque-là. Jusqu'à présent, c'est juste. Et en 73, vous écrivez ce fameux texte dont on vous rabat les oreilles, mais qui est quand même un texte fondateur de l'adrianisme. C'est « Je chante le rock électrique », c'est-à-dire en pleine époque Baba. Vous écrivez des textes sur les Stooges, évidemment, qui est votre groupe fétiche, Raw Power, I Wanna Be Your Dog, Iggy Pop, sur les New York Dogs, les Flaming Groovies. Alors ça, c'est quelque chose qui nous surprend beaucoup, c'est-à-dire qu'une première fois, vous avez été visionnaire 2 fois, disons, une première fois en pleine... Toujours. Oui, 1, 2, 2000, et je le serai encore, je vais le Ouais. prouver. mais comment, à l'époque où tout le monde écoute de la musique planante, vous chantez la musique électrique? Il me semble qu'il y a un déni de justice dans la presse rock, dans la sphère rock et apparentée. On parle de rock germanique, Oui. de country rock, de jazz rock, de progressive rock. Et je me dis, pour le rock, il y a quoi? Il n'y a rien. Alors dans ce cas, Ouais. on intervient. J'ai vu des années plus tard Iggy Pop en t-shirt noir avec la légende I wiped out the 60s. Ouais. J'ai balayé les 60s. Oui, j'ai balayé les 60s. Ouais. Bon, moi, inconsciemment, je pense avoir fait cela, réintroduit ce qui était... Je veux dire, très récemment, j'ai rencontré quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom. Il est brillant, il écrira sur moi, on le lira dans le Nouvel Observateur fin mai. Il m'a dit qu'il avait vu Gene Vincent à Brighton en 1964. Gene Vincent brisé, regardant un projecteur comme si c'était le soleil avec des larmes. Il s'est précipité après le concert. Il a vu réellement quelqu'un blessé à mort qui partait dans une ruelle et qui donnait des coups sur la vitre. Moi, j'ai eu la même initiation 2 ans plus tôt, en 1962. Et il me semblait que ces gens qui avaient tout perdu, Gene Vincent est mort d'une hémorragie. Il est tombé sur le carrelage chez sa mère quand il avait 40 ans. J'ai des photos de lui dans le style carburateur flingué. Alors là, Ouais. littéralement, travaillant sur un moteur peu de temps avant sa mort, chez lui, avec sa fiancée ou sa femme, qui s'appelait Jackie Frisco. Jackie Frisco. Et il m'a semblé à l'époque, inconsciemment, que ce déni de justice... Je suis par ailleurs intéressé par l'histoire de la famille de France.
Oui, je sais, on en parlera, vous avez... Eh bien, le même déni de justice existe à la puissance 1000 sur la personne de Marie-Antoinette. Mais à l'époque, avec les moyens dont je dispose, qui sont ceux de quelqu'un qui a 20 ans, comme vous l'avez dit, c'est à Gene Vincent qu'il faut rendre justice. C'est-à-dire qu'à l'époque où tout le monde écoute Tangerine Dream et ce genre de choses, vous parlez de Detroit, des Stooges... J'estime qu'il y a une noblesse et que c'est celle du cuir noir. Et le cuir noir est très mal vu Oui. en 1972. Oui. Vous parlez de ce Detroit, la ville des usines où le matin, quand on se lève, il faut enlever la fumée sur le rebord de la fenêtre. La crasse, là. Et c'est une crasse qui n'est pas simplement une crasse visible, c'est toute cette lourdeur plombée des années 70 qui commence. Il fallait en effet éclaircir. Ah, vous avez bien éclairci. Alors, vous dites effectivement qu'aujourd'hui, vous êtes agacé par le fait qu'on vous rappelle toujours « Je chante le rock électrique », qui est un article fondateur. Vous dites un peu comme Godard par À bout de souffle, et vous dites d'ailleurs que Godard, son meilleur film, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas À bout de souffle, mais... Nouvelle Vague en 1990, Voilà. mais je ne dis pas que c'est son meilleur film. Je dis qu'on pourrait lui en parler aussi. Je dis que le projet est plus vaste, qu'il y a un côté symphonique dans Nouvelle Vague, qui excède et de loin ce que l'on attribue généralement en termes d'ouverture dans le domaine du cinéma au Godard d'À bout de souffle. Alors voilà, donc en 74, vous faites vos premiers adieux, parce que ce qu'il faut dire à nos amis qui ne connaissent pas Yves Adrien, c'est que Yves, c'est des apparitions soudaines et des disparitions lointaines. Donc en 74, vous faites vos premiers adieux dans un article effectivement intitulé « Exit » et vous disparaissez. Vous revenez en 78, c'est là que nous nous rencontrons, dans un journal auquel nous collaborions tous les deux, qui s'appelait Façade. Et moi, j'avoue... tout à fait humblement, vous m'avez redonné envie d'écrire. Et le papier que vous aviez écrit à l'époque dans Façade s'appelait « Je lis le Figaro », attaché au radiateur « Je lis le Figaro ». C'est vrai qu'en pareil, en 77, « Je lis le Figaro », c'était... Aujourd'hui, je renie le caniveau et récuse le mambo, je lis le Figaro. Voilà. En pleine époque punk, il me semblait que ça devait être écrit. Génial. Et alors là, c'est un très gros choc. Vous êtes devenu, enfin pour moi et les gens avec qui j'étais à l'époque, immédiatement absolument culte. Alors c'est l'époque du set, du gibus, du punk, des bains-douches, du palace. Hein. Il y avait encore une scène rock à l'époque à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez toujours... Est-ce qu'il y a une scène rock encore à Paris aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne connais pas Paris. Je vis dans un lieu qui est nommé d'une initiale, V. Et ce V, est-ce le V de Île-de-France, la localité dont nous taisons le nom? Est-ce le V de Victoria, aux Seychelles, où je suis assez souvent? Est-ce le V de Vénus? Je ne connais pas Paris. J'y étais la nuit dernière parce que nous avions rendez-vous aujourd'hui, point. Vous êtes tel qu'en vous-même, parfait. Alors en 77, pareil, je disais qu'à l'époque des Baba, à l'époque Baba Cool, vous nous parliez des Stooges, et en 77, en plein punk, c'est-à-dire à la fin des Baba, justement, quand on voit, quand le fringue à nord remplace les pétards, quand les cheveux raccourcissent et les cravates rétrécissent, à l'époque du back to mono en musique, donc tout le monde était punk, tout le monde écoutait Anarchy in the UK, tout le monde allait au Chalet du Lac pour voir les Sex Pistols. Et vous en avez déjà parlé 5 ans avant de tout ça, donc ça vous intéressait plus. Et là, vous êtes dans l'after-punk, c'est-à-dire qu'à l'époque du punk, vous êtes dans l'after-punk, et vous signez Orphan, une série d'articles dans Rock et Folk que je tiens à vous le dire, j'ai découpé et conservé. C'est peut-être les seuls articles que j'ai gardés. Je le sais, Thierry Ardisson. Il y a 4 ans, une émission a été réalisée pour Canal+, les 30 ans de Rock et Folk. Je suis retombé des Seychelles un matin de novembre. Et à Roissy, j'ai vu un numéro à couverture or, où il y avait comme, je dirais, ce qui aurait pu être un synopsis, enfin, ce qui allait être l'émission diffusée quelques jours plus tard. Et j'ai vu cette citation. Quoi qu'il arrive, je classais des papiers récemment, j'ai retrouvé les articles novos d'Yves Adrien, je ne m'en séparerai pas. Ouais, c'est vrai. Alors vous créez à ce moment-là le concept de Novo Rock et vous annoncez avec 20 ans d'avance finalement la domination de la machine en musique, les beats électroniques et l'absence de soi-même, qui est je pense quelque chose qui vous qualifie assez bien. Quand vous dites « je ne connais pas Paris » par exemple. Oui. Alors l'afterpunk, votre définition de l'afterpunk, c'est l'afterpunk ne se désole pas, il s'absente. Voilà, tout est dit. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Alors vous avez ce style, comment vous définiriez votre style
très particulier. Frédéric Becbédé nous a lu cette semaine quelques extraits comme ça de... Si je devais le définir d'un mot, le style d'Yves Adrien, car il y a Yves Adrien qui vous parle, il y a Yves Adrien qui voyage, il y a Yves Adrien aux Seychelles, il y a Yves Adrien en Égypte. Si je devais le définir d'un mot, exigeant. Ça c'est juste. Alors voilà, donc en plein punk, en 77, vous nous parlez de Kraftwerk, du travail de Giorgio Moroder pour Donna Summer, qui est quand même, faut le savoir, indépassable, et vous disparaissez à nouveau. Alors c'est là que vous êtes allé aux Seychelles ? Non. Cela m'a pris plus de 10 ans. Entre cette période orphane de la fin des 70, 78, et l'époque où je vais arriver aux Seychelles au matin du 5 mai 1992, il y a plus d'une décennie. Et c'est une décennie, très souvent dans les articles qui me sont tombés sous les yeux récemment, je vois l'image du Vietnam vétéran, etc. Or, il se trouve que j'ai vécu une décennie en banlieue, en France, et que ce n'est pas si éloigné du Vietnam. C'est une sorte de Vietnam au ralenti, l'enlisement. Et il y a eu 10 années de ce style avant que je rouvre les yeux en pleine lumière. Et ça brûle. C'est-à-dire que vous, en fait, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que ça marche par décennies, quoi. Nous, on compte en années, vous comptez volontiers en décennies, quand même. En siècles, en millénaires, ne fixons pas de limite à la bonté de Dieu. Alors, au milieu des années 80, vous revenez, encore une fois, vous faites une série pour Libération qui s'appelle Meta Wave, mais qui est assez vite arrêtée. Pour quelle raison ? Pour irrégularité. Irrégularité. Dans votre style à vous ou dans la parution ? Mon style à moi n'est pas irrégulier. Dans la parution. Oui. Je ne désire pas entrer dans ces détails. Là, vous faites c'est à cette époque que vous commencez un certain nombre de romans qui sont d'ailleurs, enfin, je dis pas terminés, mais qui sont chez vous, que j'espère nous lirons un jour. Qui dorment. D'un sommeil osirien. Voilà, alors les titres sont extraordinaires. Il y a, peut-être je me trompe, mais d'après ce que j'en sais, il y a Adrianisme, Odyssette. C'est très beau, Odyssée. Une petite odyssée, une odyssée de poche. Et Apogée, où justement vous parlez, votre personnage, c'est Edgeworth de Firmont, qui était le dernier confesseur de Louis XVI. Le confesseur de Louis XVI, qui a eu cette phrase qui n'est peut-être qu'une légende, mais fils de Saint-Louis, montez au ciel. Et quand je suis arrivé aux Seychelles, j'ai habité, alors que j'écrivais déjà depuis 2 ans sur les Bourbons, j'ai habité après 3 nuits. Un lieu que je n'avais pas choisi. Je n'avais pas même choisi d'aller aux Seychelles. Marie-Antoinette, Grand Trianon, se trouvant sur les hauteurs de Saint-Louis. Fils de Saint-Louis, montez au ciel. Voilà. Et D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous en prie. Je voyage toujours avec une amie. Marie-Antoinette. Ça fait 2 choses qu'on a en commun, alors. Oui. Le 27 mars 1988, votre ami Julien, comme vous dites, achève sa course terrestre. Et là, vous retournez vers votre catholicisme, d'une certaine façon, et vous décidez de recommencer à écrire, à ce moment-là. Vous faites 10 chroniques, qui sont intitulées 2001, donc pour Rock et Folk, et qui sont dans ce livre, qui sort aujourd'hui, et qu'on voit pendant que nous Pierre parlons. de 2001. Voilà. C'est ainsi que se font les choses. Ce livre s'appelle 2001, une apocalypse rock, et ensuite, après, évidemment, très Adrien, de nouveau, 10 ans de silence, voilà. Quelle vie, non ? C'est une vie. Peut-être que toutes les vies n'en sont pas. Celle-ci est une vie. Avec des ruptures, des phases d'occultation, des phases d'éclipse. Et à mon avis, cela ne fait que commencer. Jusqu'à présent, je me suis mis en main. Mais je raisonne en termes de millénaires. Ah oui, je vois que vous raisonnez par des grandes périodes. Sur un système ternaire, le 1, le 3 m'intéresse, le second millénaire ne m'était d'aucune utilité, le 3e a commencé il y a peu de temps. Cela me convient. Yves Adrien, 2001, une Odyssée rock chez Flammarion. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves. Merci, Thierry Ardisson. Je reçois maintenant le philosophe André Glucksmann pour la parution aux éditions Nil
de la troisième mort de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en vitesse, avant de passer au bouquin, philosophe, vous dites que vous, au départ, vous ne preniez pas spécialement pour un philosophe, parce que le fait de suivre des cours et de passer des examens ne qualifie pas, qu'il y a pour vous une quinzaine de philosophes dans l'histoire de l'humanité, mais qu'enfin, comme le terme est attribué à beaucoup de gens, finalement, vous l'acceptez, c'est ça? Oui, je suis rien d'autre. Oui. Oui, bon qu'à ça, comme disait Beckett. Alors, nouveau philosophe, en revanche, ça, vous ne revendiquez pas du tout, parce que vous dites que c'est Bernard-Henri Lévy qui avait appelé une collection comme ça. Et... Oui, puis ça commence à faire un peu beaucoup de temps, alors je suis un peu vieux quand même. Oui, vous êtes un vieux nouveau philosophe, voilà. c'est ça. Bien, alors le livre, c'est La troisième mort de Dieu chez Neil. Alors, prenons les choses d'une façon très claire. La première mort, c'était sur la croix il y a 2000 ans. La deuxième, c'était quoi? Alors la deuxième, c'est la mort dans les livres, au XIXe siècle essentiellement, avant aussi et après aussi, mais Nietzsche, Marx, Michelet. En gros, Dieu est mort parce qu'on l'a tué et parce qu'on l'a remplacé. C'est l'idée de remplacement qui est la plus forte. On le remplace par quelque chose... Par le culte du peuple, le culte du surnaturel, etc. Enfin, ou de la race, ou de la classe, ou de l'humanité, etc. Alors vous dites que Jean-Paul II a tordu le cou à cette mort d'une certaine façon, parce que dans son encyclique négligée, d'après vous, Fides et Ratio, le pape en fait déclare cette querelle un peu raison-foi, un peu obsolète, parce que c'est ça. Oui, que les deux sont malades. En fait. Oui, les deux dépérissent en même temps. Oui. Voilà. Alors, la troisième mort, c'est le XXe siècle, nous y sommes. C'est-à-dire non, que... on n'y est plus, mais oui, on n'y est plus, ça enfin, dure. Ça dure. Ouais. Donc vous dites c'est Verdun, Stalingrad, Auschwitz, Kigali, Grozny, quoi. Voilà, et Grozny, c'est aujourd'hui. C'est le massacre général et l'incapacité des autorités morales et religieuses de s'y opposer. Ouais. Alors, soit elles bénissent les canons, Poutine avec le soutien des orthodoxes, du métropolite, les canons, les avions qui bombardent les bébés tchétchènes, qui rasent une capitale, ce qui n'est pas arrivé dans l'espace européen depuis Varsovie, rasée par les nazis quand même, eh bien, c'est béni par l'Église. Et puis, mais il n'y a pas que là. Il y a les tueurs en Algérie qui tuent au nom de Dieu. Et quand on tue au nom de Dieu, on tue Dieu. Et c'est ça, la mort de Dieu. Au XXe et au XXIe siècle, c'est la mort dans la boue, dans le sang, dans les larmes. C'est ça l'histoire réelle. On dit que Dieu disparaît à cause de l'émancipation des femmes, de la sexualité libre, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Il ne disparaît pas aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, on vit en Dieu. Il n'y a que l'Europe où l'on vit comme si Dieu n'existe pas. Oui, c'est ce que vous dites. Il y avait un article de Newsweek qui disait « Dieu est mort en Europe ». Oui, et puis il y a le pape qui a dit « Les Européens vivent comme si Dieu n'existait pas ». Alors, il ne l'a pas dit de gaieté de cœur, il l'a constaté. Alors, vous faites remarquer d'ailleurs que l'armée, effectivement, de plus en plus s'en prend aux civils, et vous dites très justement que Vukovar, Sarajevo, Srebrenica, c'est des noms de villes, de villages, mais pas de batailles. Et alors, il y a, c'est pas dans le bouquin, mais c'est quelque chose que vous avez déclaré, et je trouve ça très très significatif en tous les cas. Première guerre mondiale, 80% de morts en uniforme. Deuxième guerre, 50%. Enfin, Deuxième guerre mondiale, 50%. Et aujourd'hui, on est à 80% de morts civiles, et que c'est des Guernica et ça se compte de nouveau par millions. Voilà, c'est des oradours permanents, quoi. Bah, il n'y a qu'à voir en Tchétchénie. Et alors, ce qui est le plus frappant, c'est le silence général. Alors, bien sûr, après coup, il y a des repentances, mais elles viennent après coup. Et aujourd'hui, de nouveau, les Tchétchènes appellent au secours. Masradov a même dit l'islam nous a lâchés, pas les islamistes, ils ne sont pas islamistes. Il y en a quelques-uns, mais ils ne le sont pas. L'islam nous a lâchés, les musulmans nous ont lâchés, nous en appelons à l'Europe chrétienne. Bon, rien. Le silence mondial devant les assassinats, devant les massacres, c'est ça qui est la troisième mort de Dieu. Parce que quand les autorités morales et religieuses n'arrivent pas soit à freiner, soit même à contester les meurtres, et les meurtres massifs, le moment où l'humanité se suicide. C'est ça Auschwitz, c'est ça déjà Verdun, et ça continue. Eh bien, quand ils n'y arrivent pas, ils paraissent inutiles. Alors, vous avez été élevé au cœur de ce mal, d'une certaine façon, parce que vos parents, avant la guerre, faisaient partie d'un réseau international qui travaillait pour Moscou. En 1936, ils se retrouvent
à Hambourg, à lutter contre le nazisme. Et finalement, votre père a disparu très tôt. 1940. 1940, dans un bateau d'indésirables qui a été torpillé, on ne sait plus ni pourquoi ni comment. Et votre mère aurait pu retourner en URSS à ce moment-là, et elle s'est dit en URSS, je ne pourrais pas me battre. Voilà. Et elle a préféré rester, alors qu'elle était juive, dans la France occupée, disons. Et qu'elle ne se faisait aucune illusion, puisqu'elle venait d'Allemagne et qu'elle avait vu le travail des nazis. Ouais. Et c'est ça, je crois, l'essence de la vérité européenne. C'est que ce qui compte, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, ce n'est pas de croire qu'il y a un ordre du monde qui va nous sauver, mais c'est de se donner les moyens de résister. Les moyens de résister, c'est d'abord regarder le mal en face. Et en quelque sorte, l'Europe, aujourd'hui, elle n'est pas désespérée. L'Europe s'est créée après 1945 sur le fait que, on refuse Hitler, après coup, mais on refuse tout ce qui pourrait réveiller l'hitlérisme. Heider, par exemple, du coup, l'Autriche, elle est mise au banc de l'Europe et à juste titre. Deuxièmement, on refuse Staline, qui était juste à côté, le rideau de fer. Et troisièmement, très difficilement, ça a pris 25 ans en France, on refuse de recommencer les guerres coloniales. Anticolonialisme, antifascisme, anti-totalitarisme, c'est le fondement de notre démocratie. C'est le nouveau fronton des mairies de l'Europe, quoi, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Alors, vous avez compris. Vous avez compris Bien. assez jeune que l'agitation, ça paye, parce que quand vous avez été arrêté avec votre mère, vous étiez partant pour l'Allemagne. Et votre mère, c'est fantastique cette histoire. Elle a hurlé contre les gendarmes français qui vous avaient arrêté. Et là, qu'ils ont vu ça, ils ont dit, oh là là, on va les virer parce que sinon ils vont contaminer les autres. Sinon, cette espèce de révolte va finalement se propager dans les autres juifs qui ont été arrêtés. Voilà. Et votre mère a gueulé, et les autres vous ont laissé sortir, vous avez compris donc que l'agitation, ça paye. Je ne savais pas. Non, mais je ne connaissais pas cette histoire et je trouve que c'est ça. J'essaye de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est vrai que non seulement vous avez été élevé et vous avez été jeune enfant au cœur du mal, mais vous avez vu très tôt la capacité, la force de la rébellion, de la réaction, quoi. Moi, j'ai été sauvé par des femmes. Alors, bon, ma famille, j'avais des sœurs aînées et ma mère. Hein. Ma grand-mère, elle avait 84 ans et elle a décidé de se laisser mourir parce qu'elle se trouvait encombrante. Elle ne parlait pas français, il y avait les nazis, etc. Bon. Et ça aussi, c'est une certaine forme d'héroïsme. Et puis, j'ai retrouvé les femmes algériennes, par exemple. Ouais. Bon, quand même, ne pas porter le voile et s'exposer à avoir la gorge tranchée, c'est une forme de résistance absolument admirable et qui m'émeut toujours. Je vois les femmes tchétchènes. Elles sortent de Tchétchénie, elles arrivent en Ingouchie sous le fusil des Russes. Et puis, les Russes, c'est vraiment pas tendre. Ils cassent vraiment tout ce qu'ils peuvent casser. D'abord les hommes, mais aussi les femmes à l'occasion. Et elles commencent à protester, elles résistent, elles sortent des pancartes, elles disent toute la vérité, elles pleurent, elles cherchent des caméras, elles s'expriment. Et tout ça, mais vraiment sous la botte d'une armée. Ouais. Et donc je trouve qu'il y a là une résistance qui est fantastique. Et mon livre, c'est une sorte d'hommage à cette capacité dans la pire des situations de résister. Alors, avant 14, les gens pensaient qu'il y avait un ordre suprême qui allait les sauver. Oui. Bon, aujourd'hui, ils ne le pensent plus, mais ils ne sont pas désespérés pour cela. Et c'est ça que j'admire. Alors, avant de qu'on se sépare, je vais vous poser deux questions. Déjà. Deux questions. Il y a d'abord, on a reçu ici Ernst Nolte. Vous connaissez son bouquin, La guerre civile européenne de 1917 et 1945. Alors, il y a eu plusieurs positions par rapport à ça. Il y avait une première étape, si vous voulez, où on disait finalement le nazisme c'est très grave et le communisme est excusé en raison d'abord du fait que tout le monde en France avait été assez lié au communisme et puis surtout des idéaux nobles du départ. Bon. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle l'époque des nouveaux philosophes, c'est-à-dire Hitler égale Staline, stalinisme égale communisme, c'est la même chose dans la lignée d'Hannah Arendt. Et aujourd'hui, il y a Nolte qui arrive et qui dit, c'est le thème de son bouquin, qui dit finalement pas du tout, le nazisme est une réaction au communisme. Alors, puisque je vous tiens, j'aimerais bien avoir votre... écoutez, c'est dommage qu'il n'ait pas lu Heine, qui est quand même un auteur allemand, bien que juif. Et Heine déjà prédisait que l'Allemagne risquait
c'était un avertissement français d'ailleurs, risquait de pratiquer une révolution à la fois révolutionnaire, au sens un peu marxiste du terme, mais aussi nationaliste et chauvine et xénophobe et raciste, au sens hitlérien. Combien de temps avant 1917 à ce ça, moment-là? il l'avait prédit en 1834, 36. Oui, donc pour vous, la théorie de Ernst Nolte est nulle et non avise. C'est une théorie d'un culte. C'est une théorie qui banalise en fait les crimes nazis d'une certaine façon. Bien sûr, parce que c'est pas réaction. Il y a un fond profondément germanique, un fond profondément philosophique, et en fait, il y a des racines communes. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Il y a des racines communes. Et là-dessus, j'ai dans mon bouquin La troisième mort de Dieu un chapitre sur Lénine. L'esprit du léninisme qui va de Vladimir à Vladimir, c'est-à-dire que Poutine continue, et c'est l'esprit binaire, qui n'est pas avec nous et contre nous. Si le Tchétchène est contre nous, c'est pas un homme, c'est un animal. Lénine disait c'est un insecte nuisible. Et que disait Hitler? Il disait ce sont des rats, les Juifs. Donc il y a là une forme de binarisme, de pensée binaire, qui reparaît à l'état permanent. Et c'est ça le léninisme, mais qui a inspiré Carl Schmitt, qui est le grand théoricien aussi du nazisme. Mais donc vous revenez pas sur l'équivalence nazisme-stalinisme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils ont des moyens différents. Une sauvagerie vraiment très parente. C'est-à-dire qu'au niveau des méthodes, ils les échangent. C'est un peu comme les islamistes et Poutine. Ils échangent leurs méthodes. Bon. Et ils s'inspirent les uns les autres. C'est de la concurrence, mais c'est aussi du partenariat. Mais par contre, la force du communisme, c'est de fait ce que vous avez dit, à savoir c'est au nom des bons idéaux. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Quand on ça est se mort, discute, parce que la capacité de tromper est beaucoup plus forte dans le communisme. Ce serait plus pervers d'une certaine façon. En un sens, c'est plus universel. Hitler, il n'aurait pas pu étendre son mythe de la race aux Chinois ou je ne sais pas à qui. Enfin, alors que le communisme, ça a pu s'étendre aux Chinois. C'est très universel. Et c'est une manière de se tromper qui est très très forte. Maintenant, fondamentalement, au niveau des méthodes, dans des circonstances différentes, ça aboutit. D'accord. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes resté comparable. Fidèle, parce que moi, votre livre, en 1975, La cuisinière et le mangeur d'hommes, c'était un livre extrêmement important pour moi, je vous le dis. Et si je voulais savoir par rapport à ça, si vous aviez évolué ou pas. Écoutez, j'ai fait un article dans Le Monde de vendredi qui est intitulé « Le retour des mangeurs d'hommes ». Ah bon, mais je vais le lire, alors, parce que je l'ai chez moi. C'est exact. Milosevic, Poutine, c'est vraiment... Le retour des mangeurs d'hommes. Alors, je dis à nos amis téléspectateurs que le débat avec Ernst Nolte sera diffusé jeudi. Voilà, si ça vous intéresse. Puis maintenant, vous avez en plus l'éclairage d'André Glucksmann. Alors, dernière chose, Jean-Paul II, ça aussi c'est important, ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël. Il a quand même aidé à dézinguer le communisme. Il a quand même réconcilié, je dirais d'une certaine façon, les catholiques et les juifs. Est-ce que... lui, il ne croit pas que Dieu est mort, lui? Non, mais il dit quand même une chose tout à fait nouvelle qui pourrait être à la limite, là je vais choquer quelques catholiques, mais pas tous, que l'Église est mortelle, ou du moins qu'elle est capable de péché mortel. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est un périple personnel. Il était jeune homme à Cracovie. Il s'est bien conduit, il a sauvé des Juifs, bien sûr. Bien sûr, mais... c'est évident qu'il se reproche quelque chose, parce que quand il canonise les gens, il canonise ceux qui sont allés jusque dans l'enfer pour sauver ou bien pour partager le sort des Juifs. Donc, il se reproche quelque chose et personne ne peut lui reprocher, ça vraiment pas. Oui, il dit que l'Église est une construction humaine, donc elle est par définition pervertissable. Et alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il accepte que... jadis, l'Église jugeait les gens quand même de très haut, du point de vue de Dieu. Et il accepte que l'Église soit jugée de très bas, de l'extérieur, du point de vue du sang, de la boue, des larmes. Et ça, je crois que c'est totalement nouveau en Europe. Ça vaut pour la religion, ça vaut même pour les banques suisses qui acceptent tout à coup de se sentir pas très propres, etc. Ça vaut pour la social-démocratie suédoise qui tout à coup se rend compte qu'elle a castré des femmes parce qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Donc, il y a un effort pour penser le monde
un peu avec une échelle de Richter de l'inhumanité. Vous savez, quand il y a des tremblements de terre, on dit degré 5, degré 6. Mais il est mesuré à quoi, le degré? Il est mesuré à la pire des catastrophes. Alors pour nous, la pire des catastrophes, c'est, en un sens, c'est Auschwitz. Mais ça nous sert à comprendre, d'une part, les grandes catastrophes humaines, du style Srebrenica, etc., ou du style Rwanda, où il y a vraiment un génocide, mais aussi les grandes douleurs personnelles. Vous savez, dans mon livre, je cite Wiesel, qui dit, au fond, un homme qui perd sa fille après Auschwitz, qui n'est pas juif, qui n'est pas concerné par Auschwitz, a une douleur qui est différente de celle d'avant Auschwitz. Parce que dans le regard de sa fille ou de son fils, le regard de celui qui disparaît, il voit en un sens la fin de l'humanité. Donc sa douleur est encore plus profonde. Si vous voulez, nous avons appris que nous sommes mortels. Ça ne rend pas optimiste, ça ne rend pas pessimiste, ça rend responsable. Mais le pape a dit, pour conclure, que Auschwitz était le Golgotha du monde moderne. Oui, mais ça c'est un peu mal dit, parce que je pense, moi je dis que c'est une anti-révélation. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est aussi fort que la révélation. Golgotha, c'est quand même une humanité qui irait sur la croix. Les gens à Auschwitz, ils ne sont pas allés volontairement. Mais il y a là une force reconnue par le pape qui est aussi forte que la mort sur la croix. Et cette mort de Dieu numéro 3, c'est celle que nous vivons et c'est celle que nous accomplissons quand nous laissons mourir les Tchétchènes aujourd'hui, par exemple. Très bien. Merci André. On aurait pu discuter encore une demi-heure, ça aurait été avec plaisir, mais c'est les aléas du planning d'une émission. Merci beaucoup. On se retrouve avec la comédienne Judith Magre pour sa composition dans Shirley, au théâtre du Rond-Point. Bonsoir Judith Magre. Alors vous êtes comédienne de théâtre, actrice de cinéma, chanteuse, vous avez chanté aussi. Et là, alors Philippe Tesson nous a parlé du spectacle que vous donnez en ce moment donc, au théâtre du Rond-Point, à 19h30, salle Vautier, Charlet. Il nous a tous donné envie de le voir, de vous inviter, etc. Il était très, comme il peut l'être, très dithyrambique. Oui, je l'ai entendu. Et ça m'a fait très plaisir. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on est intéressé par des personnages comme ça. On parle beaucoup aussi d'Albert Cossery, qui est un peu comme Shirley Goldfarb, c'est-à-dire qui vit qui vit à l'hôtel de la Louisiane, qui est une espèce de personnage comme ça, qu'on voit toujours traîner. Il y a eu évidemment Alain Pacadis dans les années 70, début des 80. Alors, Shirley, donc ça c'est le titre de la pièce. C'est d'après les carnets d'une personne qui s'appelait Shirley Goldfarb, adapté, mise en scène par Caroline Loeb. Alors c'était qui Shirley Goldfarb? Shirley Goldfarb, c'était une juive américaine qui est venue à Paris à 25 ans avec son mari Grégory Bazurovsky, qui est peintre, qui est là, qui est charmant, qui est beau, qui est merveilleux. Et elle est tombée amoureuse de Paris et elle a vécu jusqu'en 80 dans une extrême pauvreté, mais étant tombée amoureuse de Paris dès qu'elle est arrivée. Et à partir de 70, elle a écrit tous les jours ses carnets, mais dans lesquels elle notait aussi bien « j'ai acheté des melons au marché ce matin » ou des choses enfin moins concrètes, moins terre à terre. Et alors Grégory a rassemblé ses 87 carnets, dont il a fait un livre assez épais. Et de ce livre, Caroline Loeb a tiré ce texte-là. Ce texte-là, oui. Voilà. Alors oui, effectivement, elle était excentrique, peintre ratée, très mondaine. Elle parle toujours de... Enfin, mondaine. Elle colle un peu aux gens connus, quoi. Warhol, Hockney. Raté de son vivant, parce que maintenant, il y a une exposition de ses œuvres au musée de Pontoise. Ah bon? Et c'est absolument formidable. Ah bon, je ne savais pas ça. Ah bon? Oui. Le vernissage était samedi dernier. Moi, j'y suis pas allée parce que quand je joue, je veux pas m'éloigner de Paris. Je me dis, il y aura une manif, une grève, je serai en retard au théâtre, enfin bon. Et c'est très, très beau ce qu'elle a fait. Ah, moi, je ne savais pas du tout. Je savais qu'elle peignait, mais je ne savais pas que c'était reconnu. Alors, on peut dire qu'elle est morte doucement de son cancer à la terrasse des bistrots de Paris, quoi. Nous, on la voyait dans des boîtes, mais on la voyait toute la journée aussi au Flore, au Select. Elle est morte doucement, un peu seule, un peu... Les gens n'avaient pas une vraie attirance pour elle. Elle n'aimait pas tellement les gens non plus. C'est-à-dire qu'elle était arrogante, agressive, comme sont souvent les gens qui sont paumés,
qui sont assez faibles. Elle était à la fois arrogante, vaniteuse, apparemment sûre d'elle. Et en fait, par exemple, elle dit à un moment, je vis dans mon propre musée, quoi de plus satisfaisant pour une artiste qui sait qu'elle est un génie. Et elle dit, personne ne possède plus de Shirley Goldfarb que Shirley Goldfarb. Ouais. Donc elle tourne en dérision Ouais. tout de suite les propos qu'elle tient. Sacré personnage. Alors, vous avez fait la première à Avignon l'été dernier, hein, off. Alors, vous étiez un peu inquiète parce qu'il y avait son mari, donc Grégory, et son Oh là fils là. Marc qui étaient dans la salle, non? Ouais. Ça, c'était terrible. C'est pour ça que avant la première d'Avignon, je savais que Grégory et Marc seraient là. J'ai voulu absolument quand même rencontrer Grégory parce que déjà, j'avais tellement peur. Et alors, plus Grégory et Marc, ça aurait été épouvantable. Je ne sais même pas si j'aurais pu rentrer en scène. Et j'ai rencontré Grégory à la Coupole. Et nous sommes restés tous les deux, muets, pétrifiés, Ouais. nous souriant, nous jaugeant, nous... Ouais. Et voilà. Bon, enfin, quand même, on s'était rencontrés. Ouais. Vous aviez le trac, en plus, c'est un monologue. Vous dites que les monologues, ça vous craignez. Je crois que c'est le 3e monologue de votre carrière. Oui, mais c'est fini maintenant. Ouais, ça y est, c'est fini. Parce que Ah déjà, oui. après 2, vous vouliez arrêter aussi. Oui. Oui, mais moi, je prends souvent des Ouais. résolutions et je trouve que les résolutions, elles sont faites pour pas être... Très bien. Bon, on va y venir. Je sais que vous êtes un peu comme ça. Alors, on va regarder un magnéto. Donc, c'est les textes de la pièce. Hein. Donc, Shirley, au Théâtre du Rond-Point, magnéto. Mardi 21 juillet 1971. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour recommencer. Un bon jour pour acheter des toiles, une palette, un couteau et pour m'en sortir. Je n'ai pas depuis une éternité, au moins 2 ou 3 mois. Pour mon déjeuner d'anniversaire, je suis allée chez Lippe et j'ai rassasié mes yeux. Je me régale du spectacle des riches, des célèbres, des glamoureux. J'ai besoin d'être vue, remarquée. Voilà ce dont j'ai besoin. Autant que de l'acte de création. Les gens dans les cafés ont toujours été mon public. Est-ce que c'est un beau jour parce que Grégory m'a fait l'amour dans l'après-midi? Ou est-ce que je suis trop con pour être malheureuse? J'ai une excessive capacité de jouissance, surtout quand il y a du soleil. Moi, j'aime le confort. Baiser confortable, c'est ça ma devise. Les garçons de café vont et viennent dans un ballet monotone sans musique. Pierre, le garçon, se touche les couilles chaque fois qu'il me regarde. Je peux tout de même pas être sexy à ce point-là. J'ai rencontré les gens qu'il fallait au mauvais moment. Je suis connue pour ne pas être connue. Un jour, peut-être, j'aurai une révélation, j'éclaterai, je réussirai. Peut-être aussi que ça n'a pas d'importance. Mastroianni m'a souri en sortant de chez Lippe. J'ai souri. Qu'est-ce qui arrive à mon corps? Est-ce que j'ai un cancer? Oui, Shirley. La mort est derrière la porte. Les mouches, déjà, attaquent ton cadavre. Si je meurs, je ne pourrai plus m'asseoir chez Lippe. Plus me promener avec ma chère petite Sandy. Je ne pourrai plus me pavaner dans mes trucs noirs, mes machins noirs, mes fringues noires, plus jamais. Je ne verrai plus les cerisiers qui fleurissent en avril. Qu'est-ce que la vie? Vous passez une journée, et puis si vous avez de la chance, vous en passez une autre. Je regarde autour de moi, je vois le visage douloureux des gens déterminés à survivre à tout prix. C'est finalement ce que nous avons tous en commun. Nous voulons survivre. Sujet de Pierrick Becquet. Ça vous fait drôle de vous voir, là? J'ai horreur de ça, Ah bon? et surtout de m'entendre. Ouais. Je supporte pas ma voix. Je trouve ça épouvantable. Mais nous, Et on la puis, supporte très bien. Bah, tant mieux. Mais dites-moi, ça a été enregistré à Avignon, je crois. Oui. Ah bah j'ai fait des progrès depuis. Ah bon? Oui, enfin j'espère. Non, c'est très très bien. Je vais lire. Bon, évidemment, tout est bien, donc c'est difficile, mais j'ai noté une phrase ou deux aussi. Je l'ai dit moins bien que vous, mais Shirley, pendant que tu es assise à boire un café, qu'observes-tu? De la chair pourrissante, mangeant de la chair abattue. C'est extraordinaire. Et le 29 octobre, je suis devenu comme un dessin de Giacometti, gravé dans une seule ligne noire. Et ce sera le dernier. J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Tout ce que j'ai fait, c'est de me foutre dans la merde. C'est marrant parce qu'on se sent très proche d'elle, alors qu'au départ, on n'a pas vraiment d'affinité avec cette personne, mais très rapidement, c'est quelque chose d'universel dans son humanité, on se sent très proche d'elle. Parce que je crois que ce qu'elle écrit,
ne correspond pas à son attitude et à ce que les gens voyaient. Oui. Quand il la rencontrait, Oui. il la prenait pour une folle, agressive, Ah oui, une extravagante, folle, oui. méchante. Oui. Beaucoup de gens m'ont dit, enfin beaucoup de gens, moi je n'ai pas voulu en entendre parler, parce que j'ai voulu m'en tenir vraiment à ce qu'elle écrivait et à faire avec mon petit... Alors, bon accueil de la critique, il n'y a pas que Tesson, hein. Il y a Armel Elliot dans le Figaro, Cournot dans Le Monde, enfin je ne vais pas tous les citer, parce que la critique a été assez dithyrambique. Alors vous aussi, vous avez ça en commun avec elle, vous avez pas mal traîné à Saint-Germain-des-Prés, Judith Magre. Oui. Alors elle dit à un moment, le 1er mai, qu'elle va sur la tombe de Sartre. Vous aussi, vous avez bien connu Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Oui, et je suis... Enfin, moi je ne vais jamais aux enterrements, je ne peux pas, mais je suis allée à l'enterrement de Sartre. Ouais. Et vous avez été marié avec Claude Lanzmann. Ben oui. C'est des choses qui arrivent, peut-être pas. Ah non, non, mais c'est pas un Hein? reproche. Non, mais enfin, faut dire, bon, Claude Lanzmann, nos amis connaissent, qui est donc le frère de Jacques Lanzmann, qui est le directeur des Temps modernes, qui a fait ce film extraordinaire qui est Oui. Shoah, qui est venu ici parce qu'on a parlé du bouquin de BHL, donc évidemment, il est venu. Mais il a un caractère épouvantable, Claude Lanzmann. Comment vous avez pu vous marier avec Claude Lanzmann? Eh bien, quand nous étions ensemble, peut-être que j'avais une bonne influence, Ah il bon était très charmant. Vous êtes arrivé à le calmer? Ah oui, il Ah ouais. était absolument délicieux. Oui, J'ai mais passé- ceci étant, oui, je crois qu'au-delà de son... Moi, j'ai vu l'autre jour, là, au-delà de son mauvais caractère, peut-être qu'il y a un... Non, mais quand il s'y met, il a un charme fou. Et en tout cas, je pense que... En tout cas, j'en garde un très très bon souvenir. Bon. Et nous sommes restés très amis. Mais il va revenir, là. Moi, j'ai envie de l'interviewer, donc il a accepté, donc il va revenir. Et je lui parlerai de vous. Je lui demanderai comment vous étiez. Non, mais vous avez connu beaucoup de gens. C'est vrai qu'Aragon, vous lisez des poèmes à Moscou, dans une chambre, jusqu'à 7 h du matin, c'est ça, non? Oui, mais on connaît tous beaucoup de gens durant sa Ouais. vie. Et puis c'est vrai que le théâtre, c'est un endroit merveilleux pour rencontrer des gens, parce qu'on rencontre des peintres, des musiciens, des auteurs. Et puis si on est un peu curieux, eh ben, oui, on rencontre plein de gens. Regardez, moi, je vous rencontre pour la première fois, je suis enchantée. C'est moi qui suis enchanté. Alors, vous dites, il y a un truc très marrant, c'est quand j'ai recherché un peu pour faire cette interview, et c'est très vague, parce que vous dites d'ailleurs, je n'ai aucun sens de la chronologie des événements de ma vie. C'est vrai. J'aime le théâtre parce que c'est fugitif, ça laisse pas de traces, et chez vous, vous gardez rien. C'est vrai. C'est vrai que vos photos, c'est les hommes de votre vie qui les ont découpées puis qui sont rangés dans une boîte et que C'est vrai. vous voulez rien garder. Chez vous, il n'y a pas de meubles, c'est ça? Enfin, ou des meubles qu'on vous a prêtés. Enfin, ou- on peut s'asseoir. Oui. On peut manger un morceau, boire un coup. quand même. Oui. Il y a des tables sur lesquelles on peut poser un verre. Ouais, ouais. Il y a un piano. Il y Il y a un miro par terre, c'est vrai? C'est-à-dire que toutes les choses qui sont chez moi m'ont été données par des amis. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Alors, le miro, on me l'a donné. Enfin, le miro, c'est une petite litho. Hein, Oui. c'est pas... Ouais. Il y a différentes choses comme ça. Et moi, je ne peux pas accrocher des choses au mur. Donc, je les pose par terre parce que j'ai pas envie... J'ai envie d'avoir le sentiment de ne pas être installé et de pouvoir partir très vite. Ah, mais c'est ça, vous dites, je vis beaucoup dans le présent, je suis comme un ectoplasme. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi qui vous traite d'ectoplasme. Hein. Ah, mais moi, ça ne me gêne pas. Ouais, Je suis non, un parce que dans ectoplasme. Tintin, il se traite d'ectoplasme toute la journée. Moi, c'est... Oui, non, Ouais. mais je suis ça. Ouais. Je suis ça. Vous vivez sans passer, en essayant de... Vous dites qu'il y a tellement de choses qui vous remontent à la gorge que c'est pas la peine de se plonger dans le passé, il y a déjà assez de passé qui remonte naturellement. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est grâce au théâtre que je me sens être quelque chose, parce qu'à partir du moment où je dis les mots écrits par les autres, ça devient... Vous êtes une vraie actrice, vous remplissez des personnages que vous jouez. Oui. Bah, je fais comme je peux, ce que je peux. Et c'est vrai que je n'existe qu'à travers les mots des Ouais. autres. D'ailleurs, moi, j'ai pas l'élocution très facile. Tout va bien jusque-là. Alors, petite, vous étiez révoltée quand même, hein, vous étiez l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et vos parents voulaient pas que... Vous étiez un peu extrémiste, un peu jusqu'au boutiste, vous vouliez jouer du piano toute la journée. Oui. Et ils voulaient que vous jouiez seulement 4 heures. Et vous aviez coupé les cordes du piano. Non, j'ai essayé, parce que Ah c'est bon très très dur. Et puis si j'y étais arrivée, je crois que je ne serais plus là, parce Ouais, que vous aurez- prendre une corde de piano dans la figure, Ah ouais. Ouais. c'est fini. Et en pension, vous faisiez le mur, quoi, quand vous étiez à Neuilly en pension. J'ai détesté Ouais. là. Mais j'étais très bonne élève quand même, parce que autant m'occuper. Ouais, ça quand dure on est moins comme- longtemps quand on est bon élève, hein, de toute Oui, façon. c'est vrai. Alors, vous avez découvert le théâtre dans les petites illustrations, c'est dans le grenier de vos parents, c'est-à-dire vous rêviez sur les pièces de Bernstein, sur Valentine Tessier. Je rêvais pas tellement sur les pièces, je rêvais sur les robes sublimes que ces dames portaient, en satin, en biais, leur maquillage. Moi, en pension, je n'avais pas le droit de me maquiller. Ma mère était assez stricte, je ne pouvais pas me maquiller. La première fois où j'ai mis un vernis rouge, d'ailleurs, je me suis bien rattrapée depuis. Ah oui, ça, vous êtes forte en rouge à lèvres. Hein. En rouge à lèvres, en rouge partout. Ouais, rouge et noir, c'est vous. Hein. Oui, enfin, oui. C'est vrai. Alors, vous alliez au Châtelet voir Rosemary.
Oui, Et vous Violettes en- impériales. Voilà, oui, c'est ça. Souvenir absolument merveilleux. Ça, c'est quand même les plus beaux souvenirs de théâtre Ouais. que j'ai eus. Et la comédie française, ça vous ennuyait beaucoup. Énormément. Mais Alors, j'ai changé mais- parce qu'il y a quand même des trucs très bien à la comédie française. Vous n'êtes pas rentré à la comédie française. Vous êtes resté 9 ans au TNP, je crois, mais vous n'êtes jamais rentré à la Non, mais comédie française. d'ailleurs, je ne suis pas rentrée au TNP. J'ai joué, Joué pendant beaucoup 9 ans. au TNP, en même temps que je jouais d'ailleurs dans d'autres théâtres. Et c'est vrai que la comédie française, c'est un endroit merveilleux, certainement, mais moi, j'aime pas me sentir ligotée par Ouais, quoi que ce soit. Faire partie de la troupe. Ouais. Alors, vous avez fait philo. Enfin, vous, Oh, faut pas exagérer. Oui, ah. Non, j'ai passé vous des vouliez bacs. être à Saint-Germain, vous vous baladez à Saint-Germain, en J'ai fait, passé comme des Shirley. bacs Ouais. et puis j'ai fait un an et surtout, je me baladais surtout boulevard Saint-Michel, je me mettais Ouais. du rouge à lèvres, alors là j'en ai profité et j'allais au cinéma. Et vous regardiez l'effet que vous faisiez aux hommes. Oui, bah oui, c'est quand même ça qui est le plus intéressant dans la vie. Ouais. Vous dites, quand j'ai eu 17 ans, là, je cherchais ce qui pourrait le plus embêter mes parents. Et c'était faire le trottoir. Mais enfin, vous n'aviez aucune disposition, dites-vous, vous avez Vraiment choisi le pas. théâtre. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les études et puis de l'autre côté le cinéma et le rouge à lèvres, vous avez choisi la deuxième solution. Quoi. Oui, mais enfin, pas le cinéma, parce que le cinéma, j'en ai vraiment fait très peu. Oui, oui. Ah oui, c'est, on va en parler d'ailleurs. Alors, vous avez été obligé de faire des trucs terribles pour vivre, c'est vrai ça? Vous avez été obligé de vendre des tapis, Ah oui, ça c'est vrai. Parce dessiner que- les tours Eiffel et dire la bonne aventure, non? Oui, c'est vrai, parce que pendant un an, comme j'étais partie un peu en claquant la porte, je peux le dire parce que mes parents étaient des gens absolument merveilleux que j'ai retrouvés avec beaucoup de joie après, mais disons que pendant un an, j'ai été vraiment, vraiment très pauvre. À la zone. Oui, et c'est vrai, j'ai dessiné des tours Eiffel en or sur des pochettes pour des mais c'est Américains, vrai, alors. j'ai vendu des tapis à la foire de Paris, j'ai dessiné des Je savais, robes. mais je ne savais Qu'est-ce pas que si c'était j'ai une fait invention de journaliste. Ah non, Ouais. non, non, ça c'est absolument très bien. vrai. Oui, oui. Alors, donc vous êtes entré au cours Simon en vous disant, avec l'idée que ça pourrait vous rendre plus jolie. C'est-à-dire que pour vous, finalement, être comédienne, c'était ça. C'était la poudre de perlimpinpin que ça distribue, les comédiennes. Oui, quoi. c'était exploiter les possibilités que chacun a d'être plus ou moins sorcière. Et comme je me connaissais et je me trouvais pas terrible, je me suis dit, grâce au théâtre, il y en a qui diront peut-être que je suis terrible. Alors, vous avez fait une grande carrière au théâtre, mais vous avez joué des choses. Alors, vous avez tout joué, parce que vous avez joué avec Villard, avec Wilson, Lavelli, Régis. Une seule fois, hélas, avec Villard. Voilà, Renaud Barrault. Et puis vous avez aussi bien fait Marie Chantal avec Jacques Chazot. Je ne sais pas si les gens se souviennent de Marie Chantal aujourd'hui, non? Non, sûrement pas. Moi non plus, d'ailleurs. Ah bon? Non, mais c'est... Ouais. C'est un parce que personnage très fameux, il faut le dire, à la Oui, fin oui, des non, années mais c'est 50, très- début c'est- des 60. Oui. C'est très lointain, alors... moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Ouais. Ah bah oui, puis vous, le passé, ça vous intéresse pas. de Oui, toute c'est façon. vrai. Alors vous dites, bon, comme toutes les comédiennes, il y a des périodes où on est comédien, il y a des périodes où on travaille, des périodes où on ne travaille pas. Et vous dites, quand je ne travaille pas, je m'enferme avec des boîtes de conserve, je vis comme un clochard, c'est l'horreur, c'est l'angoisse. Vous avez flippé beaucoup? J'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je n'ai pas cessé de travailler depuis que j'ai commencé. Bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme je suis un ectoplasme, dès que je ne joue pas, Vous n'existez plus. je n'existe plus. Alors là, c'est vraiment Ouais. la panique. Et je reste comme ça, comme était Shirley, à part que Shirley, je pense que quand elle restait assise pendant très longtemps, il se passait des choses dans sa tête, tandis que moi, il ne se passe plus rien du tout. Je Vous attendez, quoi. m'emmerde, j'attends, et je crois que plus rien jamais n'arrivera. Vous êtes un personnage en quête d'auteur. Exactement. Exactement. Voilà. Alors au cinéma, vous dites, je comprends pas le plaisir qu'on peut prendre à être regardé par une caméra, Ah non, j'ai sauf pas dit si ça. le mec qui est derrière est amoureux de vous. Ah oui, d'accord. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, alors vous donnez des exemples, d'ailleurs c'est vrai qu'il y a pas mal de grandes actrices qui n'ont dû leur succès au cinéma que par l'amour que leur portait celui qui les filmait. Non, si elle n'avait pas eu de talent, on n'avait pas... Bon, mais c'est vrai que quelqu'un qui a du talent devient aussi beau et encore plus talentueux si quelqu'un le regarde avec un regard amoureux. Et vous n'avez jamais rencontré un réal de cinéma qui... non. Ah ouais. Non. Et puis il y a un truc qui vous plaisait pas dans le cinéma aussi, c'est que vous dites je suis une femme de la nuit. C'est-à-dire le cinéma, ça se fait le jour. Et... Oui, ça c'est terrible. Ouais. Ça c'est vrai, c'est terrible. Ouais. Mais finalement, quand on joue pendant très longtemps, quand on a un rôle très important, et que moi c'est ce que j'ai vécu en jouant le pique-nique de Loulou Kreutz, on se levait tous les jours, mais je faisais rien d'autre, je n'allais pas au théâtre, Ouais. donc tous les jours, il fallait quand même se lever très tôt, et quand même, même quand je me lève très tôt, je me couche très tard, puis c'était à la montagne, enfin tout ça a été très dur. C'est bien, ouais. Il est bien si on en a parlé Oui, ici. c'est bien. Oui, oui, c'était très bien. Bah oui, c'est bien. Alors, votre vie, vous dites, j'ai l'impression, je sais pas, hein, mais on se connaît pas, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu jeté à corps perdu dans la vie. Vous dites, je me suis
Je me suis fait peur, ça m'a coûté cher. Vous avez fait des folies, non? Oh, des folies. Qu'est-ce que vous appelez des folies? Non, je sais pas, vous dites la sensualité, la sexualité, il n'y a que ça pour donner des vraies couleurs au reste de la vie. J'ai dit ça, moi? Oui, vous avez dit ça, vous. Je ne l'ai pas dit, mais je le pense. Bon, bah alors. Alors, ça revient au même. Non, mais bon. Et c'est vrai, vous avez le sentiment d'avoir bien profité, quoi, bien vécu. Vous avez l'air coquine quand on vous voit comme ça, donc on s'imagine plein de trucs. Non, mais moi, je vis plus dans le domaine des sensations que dans celui des idées. Je suis vraiment pas une intellectuelle et je suis pas plus abrutie que beaucoup de gens, ce qui n'est pas une référence. Mais oui, c'est vrai, je trouve que ce qui est important, c'est... Ouais, vous avez profité, quoi. Bah, tant qu'à faire. Vous dites, j'aurais préféré être prof de philo ou bien le bon Dieu. Vous regrettez pas, quand même? Moi, j'ai dit... Ah non, Oui. ça, j'ai jamais dit une Ah bon, chose vous pareille. n'avez jamais dit ça? Ah non, quand j'étais petite, oui, c'est vrai que j'aurais voulu être prof de philo, médecin, enfin des tas de Ouais, choses. ouais. Championne de tennis, championne, évidemment. Championne de théâtre, ça vous va très bien. Bah, si Finalement. vous voulez. Merci de m'appeler championne de théâtre. Bah merci, donc on est revenu à Shirley Goldfarb, donc Shirley. C'est au théâtre du Rond-Point, donc à 19h30 à la salle Vautier. Et c'est tous les soirs avec Judith Mag. Merci beaucoup. Merci. Heureux de vous avoir connu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.